Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Information internationale. À la une, ce lundi 14 juillet 2025. Guerre en Ukraine, la diplomatie américaine s'intensifie. Donald Trump prépare une déclaration majeure. Israël bombarde plusieurs positions en Syrie dans un contexte d'affrontement meurtrier entre Druzes et Bédouins. L'Union européenne menace les États-Unis de représailles économiques à hauteur de 72 milliards d'euros. À Gaza, au moins 22 Palestiniens tués dans de nouveaux bombardements israéliens. En Syrie, 89 morts dans des affrontements entre communautés druzes et bédouines à Soueïda. Volodymyr Zelensky propose de nommer Yulia Sviridenko au poste de première ministre en Ukraine. Et enfin, en France, l'Indonésie est l'invité d'honneur du défilé du 14 juillet, illustrant un virage stratégique vers l'Indo-Pacifique. Nous commençons ce journal par la situation en Ukraine, où la guerre avec la Russie entre dans une nouvelle phase diplomatique. Washington s'apprête à durcir le ton face à Moscou, une déclaration de Trump imminente. Face à l'intensification des frappes aériennes russes, les États-Unis semblent prêts à franchir un nouveau cap dans leur soutien à l'Ukraine. Kit Kellogg, émissaire spécial américain, est actuellement à Kiev pour des discussions stratégiques avec les autorités ukrainiennes. Au cœur des échanges, la sécurité du pays et le renforcement des sanctions contre la Russie. Une déclaration majeure du président américain Donald Trump est attendue dans les prochaines heures. Celui-ci a déjà annoncé l'envoi de systèmes de défense antiaérienne patriotes à l'Ukraine, sans pour autant préciser le nombre. Selon le média américain Axios, l'administration Trump envisage également de fournir des armes offensives, dont des missiles à longue portée capables de viser des cibles en Russie, y compris Moscou. Une décision qui marquerait un tournant dans la politique du président républicain. Les modalités de cette nouvelle aide militaire, notamment son financement, devraient être précisées lors d'une réunion à Washington avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et le secrétaire d'État Marco Rubio. L'Allemagne, de son côté, s'est dite prête à financer les systèmes patriotes. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, est attendu dans la capitale américaine pour en discuter avec son homologue américain, Pete Hegseth. Parallèlement, des mesures économiques sont à l'étude. Le sénateur républicain Lindsey Graham, fervent soutien de Donald Trump, prépare une proposition de loi visant à imposer de nouvelles sanctions drastique contre la Russie. Il a également évoqué dans une interview à CBS la possibilité de saisir les avoirs russes gelés. À Kiev, la rencontre entre Kit Kellogg et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été jugée productive. Les deux responsables ont notamment abordé les prochaines étapes de la coopération militaire et économique entre Washington et Kiev. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, les tensions ne faiblissent pas. Israël frappe plusieurs chars dans le sud de la Syrie en pleine flambée de violence. L'armée israélienne a annoncé ce lundi 14 juillet avoir mené une frappe ciblée contre plusieurs chars syriens dans le sud de la Syrie, entre les zones de Soueïda et Samia. Cette opération intervient alors que la région est secouée par de violents affrontements intercommunautaires entre tribus bédouines sunnites, combattants druzes et forces gouvernementales syriennes. Selon un communiqué de l'armée israélienne, l'intervention a visé des blindés syriens qui se seraient approchés d'une zone sensible proche de la frontière israélienne. Tsahal évoque une opération de sécurité préventive menée par voie aérienne afin d'empêcher tout déploiement hostile à proximité de la communauté druze. Cette frappe survient dans un contexte particulièrement tendu dans la province méridionale de Soueïda, où les combattants ont déjà fait plus de 89 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, dont des civils, des combattants druzes, des bédouins et des membres des forces de sécurité syriennes. L'élément déclencheur serait l'enlèvement d'un commerçant druze par un groupe bédouin, ce qui a rapidement dégénéré en affrontement armé à grande échelle. Dans une déclaration à la presse, l'armée israélienne a rappelé son engagement à protéger les populations druzes de la région,
tout en réaffirmant sa volonté d'éviter toute présence militaire syrienne près de sa frontière nord. En Europe, le climat s'échauffe aussi sur le plan économique. Tension commerciale, l'Union européenne prépare des représailles en cas de surtaxe américaine. La Commission européenne a présenté ce lundi 14 juillet une liste de mesures de rétorsion commerciale pouvant atteindre 72 milliards d'euros. Dans l'éventualité où les États-Unis imposeraient des droits de douane de 30% sur les importations en provenance de l'Union européenne. Cette proposition a été soumise aux 27 États membres lors d'une réunion des ministres du commerce à Bruxelles. Le commissaire européen au commerce a déclaré que l'Union privilégie la voie de la négociation tout en se préparant à tous les scénarios. Il a précisé que cette réponse potentielle représente une position commune des 27 face à une possible escalade commerciale. Ces menaces font suite à l'annonce du président américain Donald Trump qui envisage d'imposer de nouvelles surtaxes sur les produits européens dès le 1er août. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de protection de l'industrie américaine, mais suscite de vives inquiétudes à Bruxelles. Dans l'attente d'une décision définitive de Washington, la Commission européenne a suspendu l'application immédiate de certaines sanctions prévues, tout en restant prête à activer l'intégralité du paquet de représailles si les discussions échouent. Certains pays membres, comme la France, poussent pour l'utilisation de l'instrument anti-coercition qui permettrait à l'Union de réagir de manière plus large, y compris sur les services. Le commissaire Šefčovič a souligné que de telles taxes rendraient les échanges transatlantiques pratiquement impossibles alors que le commerce entre l'Union européenne et les États-Unis représente plus de 4,4 milliards d'euros par jour. Pendant ce temps, au Proche-Orient, la tension reste vive à Gaza sous les frappes israéliennes. À Gaza, au moins 22 Palestiniens tués dans de nouveaux bombardements israéliens, selon Mahmoud Bassal, porte-parole des services de secours à Gaza. Au moins 22 Palestiniens ont été tués lors de frappes israéliennes menées dans plusieurs zones de l'enclave. 10 personnes ont péri dans 3 raids distincts sur des quartiers du nord de la ville de Gaza, tandis que 12 autres ont perdu la vie dans la région de Khan Younes au sud. Interrogé par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas réagi immédiatement à ces informations. Toutefois, dans un communiqué officiel, elle affirme avoir ciblé et détruit des infrastructures qualifiées de terroristes appartenant au Hamas ou au Jihad islamique dans les quartiers de Choujaïa et de Zeytoun, situés dans le nord de Gaza. Ces nouvelles frappes interviennent dans un contexte de blocage des négociations indirectes entre Israël et le Hamas sur un éventuel cessez-le-feu et la libération des otages encore détenus dans la bande de Gaza. Les pourparlers menés par la médiation du Qatar et de l'Égypte n'ont pour l'instant pas abouti à une avancée concrète. Non loin de là, la Syrie connaît elle aussi une flambée de violence avec un lourd bilan humain. 89 morts dans des affrontements entre communautés druzes et bédouines à Soueïda. Des affrontements meurtriers ont éclaté ce week-end de la province méridionale de Soueïda en Syrie, opposant des combattants druzes à des membres de tribus bédouines sunnites, selon un nouveau bilan publié par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Au moins 89 personnes ont été tuées en 2 jours. Le ministère syrien de la Défense fait état de son côté de plus de 30 morts et une centaine de blessés et annonce avoir déployé des unités militaires dans les zones concernées, tout en mettant en place des couloirs sécurisés pour les civils. Ces violences surviennent alors que le pouvoir intérimaire d'Ahmed al-Shara tente de stabiliser un pays toujours fragilisé par près de 14 années de guerre civile. L'OSDH précise que les combats se poursuivaient encore ce lundi aux abords de la ville de Soueïda, majoritairement druze. L'enlèvement de commerçants druzes par des bédouins serait à l'origine des heurts.
Ces derniers auraient érigé des barrages sur la route stratégique reliant Soueïda à Damas qui reste fermée. Israël a annoncé avoir mené une frappe dans la région ciblant plusieurs blindés des forces syriennes. Selon l'OSDH, des membres de l'armée syrienne soutiendraient certains groupes bédouins de ces affrontements. L'intervention israélienne s'inscrit dans la lignée de ses précédentes actions menées sous prétexte de protection de la communauté druze, également présente en Israël et au Liban. Dans la ville de Soueïda, où des tirs et explosions ont été entendus, des funérailles se sont tenues pour plusieurs combattants tués. Des appels au calme ont été lancés par les chefs religieux druzes, qui ont également réclamé une protection internationale immédiate pour sa communauté, tout en refusant l'entrée des forces gouvernementales dans les zones contrôlées par les Druzes. Le ministre de l'Intérieur, Anas Katab, a reconnu l'absence d'institutions étatiques comme l'une des causes principales de l'instabilité persistante dans la région. Des tensions étaient déjà présentes depuis plusieurs mois, notamment lors de précédents heurts interconfessionnels en avril qui avaient fait plus de 100 morts. La province de Soueïda abrite la plus grande communauté druze de Syrie, estimée à environ 700 000 personnes. Cette minorité religieuse issue de l'islam est également présente au Liban et en Israël, notamment sur le plateau du Golan. Revenons à l'Ukraine, cette fois sur le plan politique. Selon RFI, ce lundi 14 juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a officiellement proposé la nomination de Yulia Sviridenko, actuellement vice-première ministre et ministre de l'économie, au poste de première ministre. Sur les réseaux sociaux, Zelensky a indiqué qu'il a proposé que Yulia Sviridenko prenne la tête du gouvernement de l'Ukraine et en renouvelle le travail en profondeur. Âgé de 39 ans, né le 25 décembre 1985 à Tchernihiv, Sviridenko est titulaire d'un diplôme en gestion antitrust de l'Université nationale de commerce et d'économie de Kiev. Elle occupe ses fonctions gouvernementales depuis le 4 novembre 2021. Elle a également assumé des responsabilités locales en matière économique avant de rejoindre l'exécutif national. La procédure prévoit d'abord la démission du gouvernement actuel, suivi d'un vote d'investiture du Parlement ukrainien qui doit intervenir dans le délai de 30 jours suite à sa proposition. Le parti Servant of the People, soutenant Zelensky, dispose d'une majorité confortable, ce qui devrait faciliter le processus. Et pour terminer, direction la France, où la fête nationale prend une tournure géostratégique. Le défilé du 14 juillet 2025, placé sous le signe du rapprochement France-Indonésie. Cette année, l'Indonésie a été l'invité d'honneur du défilé militaire du 14 juillet à Paris. Une première pour ce pays d'Asie du Sud-Est qui illustre la volonté de la France de renforcer son ancrage stratégique dans la région Indo-Pacifique. Un contingent de plus de 500 militaires et policiers indonésiens encadrés par des hauts gradés a ouvert le traditionnel défilé sur les Champs-Élysées aux côtés des forces armées françaises. Cette participation symbolique marque les 75 ans de relations diplomatiques entre les deux pays et reflète un partenariat stratégique croissant, notamment dans le domaine de la défense. Le choix de Jakarta comme invité d'honneur s'inscrit dans une dynamique bilatérale renforcée. La France et l'Indonésie ont récemment signé plusieurs contrats d'armement, dont la vente de 42 avions de chasse Rafale et de sous-marins Scorpène. Les deux pays multiplient les coopérations sécuritaires dans la région Indo-Pacifique sur fond de tensions persistantes avec la Chine. La France voit en l'Indonésie un acteur central de l'équilibre régional, un partenaire clé pour ses ambitions maritimes et diplomatiques en Asie. Mesdames, Messieurs, voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ce lundi 14 juillet 2025. Entre guerre, diplomatie, tensions commerciales et réalignement stratégique, le monde continue de se redessiner sous nos yeux. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de ces informations dans nos prochaines éditions. À très bientôt et une excellente soirée à toutes et à tous.